Elle s'est couchée paisiblement, comme chaque soir. Pas de douleur, pas de signes alarmants. Et pourtant, au petit matin, elle était déjà partie, sans un cri, sans un adieu. Que s'est-il réellement passé pendant son sommeil? Et si cela pouvait aussi vous arriver, sans que vous le sachiez? Chaque année, en France, des milliers de personnes âgées décèdent dans leur sommeil, sans cause apparente. Pas d'infarctus visible, pas d'AVC, pas de maladie grave connue. Et pourtant, leur cœur s'arrête pendant la nuit, souvent sans prévenir. Ce qu'on sait désormais, grâce aux études en cardiologie et en chronobiologie, c'est que certaines habitudes du soir, en apparence anodines, jouent un rôle central dans ces drames silencieux. La première d'entre elles, manger trop tard et trop lourd. Après 60 ans, notre système digestif ralentit. L'estomac met plus de temps à se vider, le foie métabolise moins efficacement les graisses et le pancréas régule moins bien le sucre. Un dîner copieux à 21h ou 22h, c'est demander à un organisme fatigué de fournir un effort important au moment même où il a besoin de repos. Résultat, sommeil fragmenté, reflux gastrique, poussée de tension artérielle nocturne, troubles du rythme cardiaque. Et dans certains cas, chez les personnes fragiles, cela peut suffire à provoquer un incident cardiovasculaire pendant le sommeil. La digestion nocturne empêche aussi la baisse naturelle de température corporelle nécessaire à l'endormissement profond. Sans ce refroidissement interne, le cerveau reste en alerte. Le sommeil devient superficiel, non réparateur. On se réveille fatigué, le cœur un peu plus usé que la veille. Alors, que faire? C'est simple, dîner plus tôt, plus léger et plus digeste. Vers 18h30 ou 19h, avec des légumes cuits, une petite portion de protéines, peu de gras et idéalement pas de sucre raffiné. Et laissez à votre corps au moins 2 heures avant de se coucher. Un petit ajustement qui peut prolonger la vie de plusieurs années. Dans la suite de cette série, je vous parlerai d'un autre piège du soir que beaucoup sous-estiment: boire trop de liquide avant de dormir. Car ce qui semble bon pour la santé peut, la nuit, devenir un danger silencieux. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Selon vous, quel est le moment le plus important de la journée pour préserver votre santé après 70 ans? A. Le matin, au réveil. B. Le soir, avant d'aller dormir. Répondez simplement par A ou B dans les commentaires et partagez votre avis. Vos réponses peuvent aider d'autres personnes à mieux comprendre leur corps. Je me souviens d'un matin d'hiver, quand Élise, 74 ans, est venue me consulter. Elle était fière de prendre soin d'elle, bonne alimentation, marche quotidienne, beaucoup d'eau. Pourtant, elle souffrait d'une fatigue inhabituelle et se levait 3 à 4 fois par nuit pour aller aux toilettes. « C'est normal à mon âge, non ?» me disait-elle. Non, ce n'est pas une fatalité, mais un signal qu'on ignore souvent. Je lui ai demandé à quelle heure elle buvait ses dernières tisanes. Elle riait à 21h et 22h30, comme depuis 30 ans. C'est là que le problème résidait. Après 60 ans, notre corps change. La vessie perd en élasticité, les reins travaillent même la nuit, et le tonus musculaire baisse, notamment celui du plancher pelvien. Ainsi, boire tard peut provoquer des réveils nocturnes fréquents. Ces réveils perturbent le sommeil, car chaque mouvement rallume le cerveau, stoppe la production de mélatonine, hormone du sommeil. Le corps, privé de repos profond, accumule fatigue et stress, affaiblit son immunité et déséquilibre la tension. Mais le plus dangereux, c'est quand on se lève brusquement, à moitié endormi.
Élise a failli tomber une nuit, heurtant sa tête. Heureusement sans gravité, mais ce genre d'accident est fréquent et grave chez les personnes âgées. Beaucoup croient que boire beaucoup le soir aide à mieux dormir, ou que les tisanes détendent. C'est partiellement vrai, mais tout dépend du moment et de la quantité. L'hydratation reste essentielle, mais mieux vaut répartir l'eau entre matin et fin d'après-midi en diminuant après 18 heures, surtout si on est sensible à l'envie d'uriner la nuit. Quant aux tisanes, certaines plantes sont apaisantes, camomille, mélisse, verveine, mais restent liquides. D'autres, comme l'ortie, sont diurétiques. Il faut donc les consommer avec modération le soir. Par exemple, une petite tasse vers 20 heures, puis plus rien. Je lui ai proposé un rituel simple. Un grand verre d'eau au lever, un autre en milieu de matinée, un verre à chaque repas et une dernière boisson vers 17 heures. 3 semaines plus tard, elle m'a appelé, enchantée. Je dors presque toute la nuit. C'est incroyable. Parfois, la santé tient à ces petits ajustements que l'on croit insignifiants, mais qui changent tout. Alors ce soir, au lieu de boire une infusion à 22 heures, pourquoi ne pas essayer une respiration profonde, une musique douce, un moment de calme? Faire de ce moment un temps de recentrage, et non une source de réveil. Ces gestes simples, adaptés à nos besoins, font la différence avec le temps. Notre qualité de vie dépend de notre capacité à écouter les signaux subtils du corps et à y répondre avec justesse. Dans la suite, je vous parlerai d'un autre piège fréquent. La chaleur excessive dans la chambre, un cocon trompeur qui peut aggraver les troubles du sommeil, surtout chez les seniors. Vous verrez qu'une simple baisse de température peut aider à apaiser inflammation et tension et rouvrir la porte au sommeil profond. Je me souviens d'un après-midi froid de février quand François, 66 ans, ancien professeur, est venu me voir. Il dormait 8 heures, pourtant se sentait épuisé au réveil. Il m'a confié « J'ai besoin d'une chambre très chaude, 23 à 24 degrés Celsius, sinon j'ai froid aux pieds. » C'est un réflexe courant, surtout avec l'âge. Le corps perd facilement sa chaleur. On a froid aux extrémités, alors on chauffe la chambre, on ajoute une grosse couette, on ferme les fenêtres. Mais cette chaleur peut perturber le sommeil, plus qu'on ne le croit. En effet, pour entrer dans un sommeil profond réparateur, notre corps doit baisser légèrement sa température interne. Or, si la chambre est trop chaude et l'air confiné, cette baisse est impossible. Le cœur travaille plus pour évacuer la chaleur, la transpiration augmente, le rythme cardiaque aussi. Résultat, un sommeil léger, instable et une fatigue accrue au réveil. Pire encore, cette surchauffe nocturne peut provoquer une déshydratation silencieuse, rendant le sang plus épais. Chez les personnes avec des troubles cardiovasculaires, cela augmente les risques d'accidents comme les AVC ou crises cardiaques nocturnes. Je lui ai conseillé de baisser le thermostat à 17 à 19 degrés Celsius, de remplacer la grosse couette par des couches légères modulables, d'utiliser des draps en coton respirant et surtout d'aérer la chambre avant le coucher. 3 semaines plus tard, François était transformé. Il dormait mieux, se réveillait reposé et sentait son cœur battre plus calmement. J'ai constaté ce phénomène chez beaucoup d'autres patients. La chaleur excessive la nuit épuise lentement le corps, empêche un repos profond et fragilise, surtout chez les seniors, dont la régulation thermique est moins efficace. Si vous dormez dans une chambre trop chaude, que vous vous réveillez fatigué malgré 8 heures de sommeil, pensez à ce détail.
Notre corps est fait pour dormir dans un environnement frais, pas glacé, mais bien aéré et modérément frais, où le cœur peut ralentir et le cerveau entrer dans ses cycles réparateurs. Bien dormir, c'est offrir à notre corps les conditions idéales pour se réparer naturellement. Recharger la mémoire, renforcer l'immunité, régénérer les organes. Cela commence par de petits gestes simples. Baisser le chauffage, choisir des tissus légers, aérer la pièce. Dans un prochain partage, je vous parlerai d'une autre habitude fréquente et souvent négligée. La position dans laquelle nous dormons, car elle influence notre respiration, circulation et santé cardiaque. Je vais vous raconter l'histoire de Robert, 70 ans, venu me voir un matin d'hiver, fatigué comme rarement. Sa femme s'inquiétait. Il ronflait fort, faisait des pauses respiratoires la nuit et se réveillait toujours épuisé, comme s'il n'avait pas dormi. Ce que Robert ignorait, c'est que sa position de sommeil, toujours sur le dos, pouvait être la cause de ses problèmes. Avec l'âge, les muscles et tissus se relâchent, notamment dans la gorge. Dormir sur le dos favorise alors l'obstruction des voies respiratoires, provoquant des apnées du sommeil. Arrêt respiratoire, bref, réveil microscopique, stress pour le cœur et le cerveau, sans que la personne en ait conscience. Chez Robert, ces épisodes répétés fatiguaient son cœur, augmentaient sa tension et fragilisaient sa santé générale. Le sommeil léger et interrompu entraînait aussi une baisse de la mémoire, de l'humeur et de l'énergie. Je lui ai expliqué calmement ce mécanisme, sans dramatiser. Robert s'inquiétait. Comment faire alors? Je n'arrive pas à dormir sur le côté. Nous avons commencé un petit travail d'adaptation. Je lui ai conseillé de dormir plutôt sur le côté gauche, car cette position améliore la circulation sanguine, soulage le cœur et limite les reflux gastriques, fréquents chez les seniors. Pour l'aider à maintenir cette posture, je lui ai recommandé un oreiller de corps à serrer contre lui. Un petit coussin entre les genoux pour soulager le dos et un oreiller adapté pour bien aligner la tête et le cou. Au début, Robert était sceptique, mais il a essayé. Quelques semaines plus tard, il est revenu transformé. Il dormait mieux, ronflait moins, se sentait plus alerte le matin. Sa femme aussi retrouvait un sommeil paisible et ses tensions nocturnes se stabilisaient. Bien sûr, le sommeil est complexe, influencé par bien des facteurs. Mais la position dans laquelle nous dormons, souvent négligée, joue un rôle clé, surtout après 60 ans. J'ai vu trop de personnes âgées souffrir d'épuisement inexpliqué, de troubles cognitifs ou cardiaques, alors qu'un simple changement de posture aurait pu améliorer leur vie. Il ne s'agit pas de se forcer dans une position inconfortable, mais d'écouter son corps, d'adapter son environnement pour soutenir la respiration, la circulation et le repos. La nuit est un temps de régénération qu'il faut protéger. Souvent, les proches aidants ignorent cette dimension. Ils surveillent les traitements et les rendez-vous médicaux, mais oublient d'observer comment leurs parents ou conjoints dorment. Quelle position, quel oreiller, quel matelas. Pourtant, ces détails sont parfois la clé pour préserver la santé globale. Je repense souvent à Robert, qui illustre combien changer sa posture peut transformer le sommeil et la qualité de vie. Dormir autrement, ce n'est pas dormir moins, c'est dormir mieux, en paix avec soi-même. Dans la prochaine partie, je vous aiderai à rassembler les différentes habitudes du soir. Alimentation, boisson, température, posture, pour comprendre comment elles influencent profondément notre manière de vieillir et de nous réveiller chaque matin. Je me souviens parfaitement de cette conversation avec Monique,
une femme de 72 ans, vive et pleine d'esprit, qui était venue me voir un matin de printemps. Elle m'a dit quelque chose de très simple, mais qui m'a marqué. « Vous savez, docteur, je n'ai jamais eu peur de vieillir, mais j'ai peur de me réveiller un matin et de ne plus me reconnaître. » Ce n'était pas une peur du corps qui se transforme, ni même des petites douleurs de l'âge. C'était cette inquiétude profonde que ressentent beaucoup de personnes âgées, celle de perdre peu à peu leur énergie, leur lucidité, leur sentiment d'être vraiment là. Et je crois que cette inquiétude est fondée, non pas parce que c'est inéluctable, mais parce que nous négligeons souvent, dans notre mode de vie, les fondements silencieux de notre vitalité. Ces fondations se construisent chaque jour, bien sûr, mais elles se restaurent surtout chaque nuit. Et ce sont justement les heures du soir, les derniers gestes avant de dormir, qui dessinent la qualité de ce repos. Quand j'observe les personnes qui vieillissent bien, qui gardent une clarté mentale, une énergie stable, une joie discrète mais persistante, je remarque qu'elles ont souvent un point commun. Elles respectent leur rythme. Elles ont intégré que leur corps n'est plus celui de 30 ou 40 ans et qu'il demande autre chose. Pas forcément moins, mais autrement. Reprenons un instant ce que nous avons vu ensemble. Ce repas du soir, trop riche ou trop tardif, qui au lieu de nourrir apaise la digestion, réveille l'acidité et vole les heures profondes de sommeil. Cette habitude de boire abondamment après 20 heures, croyant bien faire, mais qui conduit à se lever plusieurs fois, à couper le rythme du corps et parfois à se mettre en danger. Cette chaleur excessive dans la chambre, pensée comme une protection, mais qui surchauffe l'organisme et fatigue le cœur. Et enfin cette position de sommeil, anodine en apparence, mais qui peut empêcher l'oxygène de circuler librement dans le corps et le cœur de se reposer comme il en aurait besoin. Tout cela, ce sont des détails, des choses que l'on ne nous a jamais vraiment apprises, parce qu'on pense souvent que la santé, à notre âge, c'est l'affaire des médicaments, des analyses, des bilans sanguins. Mais la santé, c'est aussi, et surtout, une affaire de gestes, de rituels, d'attention portée à soi, dans les moments les plus simples de la vie quotidienne. Je me souviens d'un couple, Luc et Jeanne, que j'ai suivi pendant plusieurs années. Ils avaient été tous deux dépassés les 70 ans, mais ils dégageaient une sérénité rare. Jeanne avait compris avant tout le monde que le bien-être de son mari passait par la régularité. Elle avait instauré un dîner léger à 19h, une promenade courte après le repas, un verre d'eau tiède à 17h30, une chambre aérée et un petit coussin derrière le dos de Luc pour qu'il reste sur le côté gauche pendant la nuit. Rien de compliqué, rien de coûteux. Mais chaque geste avait du sens. Et Luc, malgré ses antécédents cardiaques, avait retrouvé un sommeil profond. Son moral était meilleur. Ses rendez-vous médicaux devenaient de plus en plus espacés. Ce que Jeanne avait compris intuitivement, c'est que la nuit, ce n'est pas juste une pause, c'est un travail de réparation, de filtration, de mémorisation. Et si ce travail est interrompu, mal préparé, ou rendu plus difficile par des habitudes mal adaptées, le corps se fatigue. Il devient moins tolérant, moins fluide, plus rigide. Il glisse lentement vers un état de fragilité qui n'a pourtant rien d'inévitable. Voilà pourquoi je dis souvent à mes patients, ce que vous faites entre 20h et 23h détermine en grande partie la qualité de votre vie après 70 ans. C'est à ce moment-là que vous pouvez, sans effort surhumain, offrir à votre organisme ce dont il a réellement besoin. Du calme, de la légèreté
un environnement propice à la récupération. Il n'est jamais trop tard pour revoir sa routine du soir, pour écouter son corps avec un peu plus de bienveillance, pour ajuster ce qui, sans que vous le sachiez, freine votre vitalité. Et si vous m'avez suivi jusqu'ici, c'est que quelque part en vous, il y a cette volonté de rester éveillé à la vie, de ne pas subir passivement le vieillissement, mais de l'accompagner, de le comprendre, de l'apprivoiser. Je vous invite donc à voir dans ces ajustements, non pas des contraintes, mais des occasions. Chaque petit changement est une graine que vous plantez pour votre lendemain. Une manière de dire à votre corps « Je t'écoute, je te respecte, je te donne ce dont tu as besoin ». Et c'est cette relation-là, entre vous et vous-même, qui fera toute la différence dans les années à venir. Dans les prochaines semaines, je vous proposerai d'explorer une nouvelle série de gestes simples, mais puissants, pour renforcer votre énergie, améliorer votre mémoire et retrouver un équilibre durable, à tout âge. Parce que vieillir n'est pas décliner, c'est transformer. Et cette transformation commence par une nuit bien vécue. En repensant à toutes ces histoires, à toutes ces personnes croisées au fil des années dans mon cabinet, je réalise à quel point les détails de la routine du soir peuvent façonner notre santé avec une puissance insoupçonnée. Nous avons grandi dans une culture où le soin du corps est souvent associé au jour, à ce que l'on mange, à ce que l'on fait, à ce que l'on prend comme traitement. Mais très rarement, on nous a appris que le soin du corps commence aussi dans le silence de la nuit. Et c'est là toute la beauté, et parfois la gravité, des gestes que nous avons évoqués ensemble. Manger léger, à la bonne heure. Réduire les liquides le soir. Dormir dans une pièce fraîche et ventilée. Trouver la bonne position de sommeil. Ces ajustements, simples en apparence, touchent pourtant au plus profond de ce que notre organisme attend pour se réparer, se renforcer et vieillir dans la dignité. Vieillir ne signifie pas se résigner. Cela signifie s'écouter différemment. Cela signifie répondre avec douceur à des besoins nouveaux, subtils, mais fondamentaux. Et c'est précisément à travers ces petits changements de comportement, intégrés avec conscience dans notre quotidien, que l'on ouvre une porte vers une seconde jeunesse, celle de l'esprit lucide, du cœur serein et du corps qui ne lutte plus en silence. J'aimerais que vous reteniez ceci. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Pas besoin de bouleverser toute votre vie. Mais en changeant ce que vous faites chaque soir entre 20h et 23h, vous pouvez déjà transformer la qualité de votre sommeil, donc la qualité de vos journées, donc la qualité de votre vie. La nuit ne vous enlève rien. Elle vous offre, si vous la respectez, le cadeau de la régénération. Et ce cadeau, c'est à vous de l'accepter. La leçon la plus profonde ici, c'est que la santé se joue dans l'intention. Lorsque l'on décide de ne plus subir ces automatismes, mais de les réorienter avec intelligence et tendresse, on réinvente sa manière de vivre. Prenez un petit carnet. Ce soir, notez à quelle heure vous dînez. Quelle est la température de votre chambre? Dans quelle position vous vous couchez? Et observez. Un soir, 2 soirs, 1 semaine. Et puis, ajustez, pas à pas. Votre corps vous parlera, et vous saurez que vous êtes sur le bon chemin. Et vous, parmi les 4 habitudes du soir évoquées, laquelle vous parle le plus? Répondez simplement dans les commentaires avec votre expérience ou votre réflexion. Cela aidera d'autres personnes à s'inspirer, à se sentir moins seules et peut-être à oser changer. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne
Cela m'encourage énormément à continuer à vous partager ces conseils avec cœur. Et si vous souhaitez soutenir ce travail indépendant, vous pouvez aussi faire un don, même symbolique, via le lien en description. Cela m'aide à financer les prochaines vidéos et à garder ce contenu accessible à tous. Merci du fond du cœur pour votre confiance. À très bientôt.